Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de ce rallye d'automne, qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement terminé, mais on accumule désormais 7 semaines de hausse consécutive, notamment pour les indices actions, particulièrement pour les actions européennes, depuis le point bas qui a été touché le 29 septembre dernier. Le CAC 40, par exemple, a repris 1000 points en ligne droite, soit une performance de quasiment 18% en 7 semaines. Et maintenant, c'est la question évidemment qu'on se posera après cette séquence à nouveau de rebond et de reprise. On a connu déjà de telles séquences dans un passé récent, notamment pendant l'été, à travers le mois de juillet jusqu'à la mi-août. Et le CAC 40 a d'ailleurs retrouvé ses sommets qui avait été atteint le 15 août dernier. Ce sera le sujet de discussion à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Dans l'actualité du jour qui marque évidemment les investisseurs, la situation sanitaire en Chine, alors que le 20e congrès du Parti communiste chinois est passé, le Covid, lui, reste en Chine bien présent avec de nouvelles restrictions sanitaires dures qui ont été imposées à plusieurs millions, voire dizaines de millions de Chinois. Et puis de premiers morts officiels qui ont été rapportés par les autorités chinoises, de premiers morts depuis 6 mois maintenant, 3 morts officiellement reportés par les autorités chinoises au cours du week-end. Tout ça a un impact notamment sur le compartiment des matières premières. On voit d'ailleurs le pétrole qui accuse une baisse sévère aujourd'hui de plus de 5%, avec en plus une information exclusive du Wall Street Journal qui nous indique que l'OPEP+ considère une hausse de sa production lors de sa prochaine réunion du 4 décembre prochain. Je vous rappelle que lors de sa précédente réunion, l'OPEP+ avait décidé d'une baisse de sa production dans le cadre des quotas qui sont imposés aux membres du cartel, et donc la décision de décembre pourrait renverser celle du mois précédent. Le pétrole qui recule assez fortement, je le disais, avec un baril de Brent qui retombe à un peu moins de $80 cet après-midi. La Chine donc qui reste une clé également pour 2023. Que peut-on attendre d'une reprise, d'une relance économique en Chine, alors que les indices chinois ont plutôt bien performé au cours des dernières semaines? C'est là aussi une question qu'on pourra poser à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis, comme chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour notre quart d'heure américain. L'actualité qui fait la une aujourd'hui aux États-Unis, c'est le retour aux manettes de l'un des patrons peut-être les plus emblématiques de l'industrie des médias et du divertissement de ces dernières années. Bob Iger reprend les rênes de Disney pour 2 ans au moins après l'échec de son prédécesseur qui a notamment vu le cours de bourse de Disney divisé par 2 en un an. Est-ce que Bob Iger pourra redresser la barre de Disney et du cours de bourse de Disney? En tout cas, les marchés apprécient le retour de Bob Iger comme directeur général et PDG de Disney, avec une hausse de quasiment 10% pour le titre Disney en cours de séance à Wall Street. Une séance relativement calme pour entamer cette semaine. Les infos clés du jour en cette fin de journée en Europe, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris ralentit au sortir de 7 semaines de hausse d'affilée, avec en sujet de préoccupation majeure l'explosion des cas de Covid-19 en Chine et de ce fait la perspective d'un abandon de la politique zéro Covid qui tend à s'éloigner. Ce week-end, 3 décès y ont été signalés, 2 autres ce lundi. Les habitants d'un des quartiers les plus peuplés de Pékin ont pour consigne de rester chez eux. C'est donc empreinte d'incertitude que la première séance de la semaine
semaine commence. À noter que le marché limite quelque peu ses pertes sous l'effet des propos de Philippe Lane. Dans un entretien avec Market News, le chef économiste de la BCE affirme que les arguments plaidant pour une hausse de 75 points de base des taux ont diminué. Il a aussi cité les effets cumulatifs des précédents resserrements et les retards dans le processus de transmission de la politique de la Banque centrale. Et puis, autre facteur de soutien pour le marché sur le plan des indicateurs, en octobre, les prix à la production en Allemagne connaissent une contraction surprise de 4,2%, soit la première depuis 2 ans et demi. À noter que sur un an, l'augmentation atteint 34,5% après 45,8% en septembre. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui aux États-Unis, Walt Disney décolle. Cela fait suite à l'annonce du remplacement de Bob Chapek à la tête du groupe par son prédécesseur Bob Iger. Ce dernier fait son retour après avoir dirigé le groupe pendant 15 ans. Bob Chapek avait été nommé directeur général en février 2020. À Paris, les valeurs minières, sidérurgiques et les grandes cycliques sont particulièrement affectées. ArcelorMittal baisse, Schneider Electric aussi. Les cours du pétrole sont en net repli et entraînent la baisse de Total Energy. Les secteurs défensifs comme la santé ou les utilities progressent à l'image de Sanofi ou Engie. Les valeurs liées à la défense sont aussi recherchées. C'est le cas de Dassault Aviation et de Thales. Cette semaine, les marchés attendent des indications sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt. Mercredi seront publiées les minutes de la réunion des 1er et 2 novembre. Et puis à noter que Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving. La place américaine ne rouvrira que pour une courte séance vendredi en raison du Black Friday. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Bertrand est avec nous ce soir, directeur général délégué en charge des gestions chez Ophi Asset Management. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Vincent Chénion de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments et Régis Béguet avec nous également en plateau. Bonsoir. Qui nous fait l'amitié de venir parler encore un peu des marchés entre 2 livres, Régis, parce que votre carrière de romancier prend une dimension internationale. Je le précise rapidement. Le dernier livre qui s'appelait Rodrigo en français, qui s'appelle et que vous faites traduire. Buenos Aires, je ne sais pas comment on dit en anglais en fait. Donc une très bonne traduction américaine, par un très bon traducteur américain que je vous recommande. Puis bientôt les adaptations Netflix ou Disney+, je ne sais pas, Disney, il faut vendre les droits. Vous n'avez pas cité dans les causes du rebond de Disney, mais c'est vrai, je ne peux pas tout dire. Mais... Il y a le scénario d'une prochaine série pour Disney peut-être. Bon, merci beaucoup d'être là en tout cas, Régis, directeur des gestions actions de Lazare Frères Gestion. Que penser de ce rebond d'automne, de ce rallye d'automne qui a permis au CAC 40 par exemple en Europe et en France de rebondir 18% par rapport au point bas de fin septembre. 7 semaines de hausse consécutive. Éric, quel sens est-ce qu'on donne à ce rallye ? Que le pire n'est jamais certain. À fin septembre, il y avait tellement de mauvaises nouvelles qui étaient embarquées dans les cours. Alors certes, on va avoir une récession, certes il y a de l'inflation, un combat des banques centrales, une révision des bénéfices à venir, mais je dirais que les cours étaient arrivés en termes d'anticipation de multiples comme de positionnement des investisseurs à des niveaux assez bas, ce qui nous les avait fait trouver à l'époque assez intéressant. Et c'est vrai que globalement, finalement, tout ne se déroule pas aussi mal que prévu et il y avait largement de la place pour un rebond. On est dans un univers volatile et ça va sans doute continuer. Et donc, effectivement, on voit que ça va, le UK apprend ses erreurs et sort graduellement de sa créativité comptable. L'Italie, qui était un sujet à l'époque, je le rappelle, c'est un petit peu moins inquiétant. On commence à voir l'inflation américaine visiblement vraiment décélérée. Il n'y a qu'en Europe où ça prend un petit peu de temps, mais sans doute que le ralentissement économique viendra. Et au-delà du ralentissement économique, il y a eu quand même les midterms aux États-Unis, il y a eu le 20e congrès du Parti communiste en Chine et la rencontre post-G20 de Biden et Xi Jinping renforcée de leur point de vue intérieur, qui fait une paix des braves qui n'aura qu'un temps parce que l'affrontement sera séculaire, fait qu'au global, on est sur une série de nouvelles qui semblent aller moins mal qu'anticipé. Ouais. Je dis bien moins mal qu'anticipé. Donc effectivement, il y avait de la place pour un rebond et un retracement presque sur les niveaux, voire même dépassés, qu'on a eu cet été. C'est un petit peu la lecture qu'on a donc, sur ce mouvement, donc plutôt à l'encaissement de ce qu'on a racheté fin septembre pour retourner vers
une prudente neutralité aujourd'hui. D'accord. L'idée, c'est que ce qu'on a vécu là en cette semaine, c'est déjà suffisant sur le plan de l'investissement. On a écarté un certain nombre de risques, on a grimpé un peu le mur des craintes. D'un point de vue tactique, ça vous paraît suffisant? Suffisant. Aujourd'hui, je dirais, je ne vais pas faire les Cassandres, mais la lecture que je viens d'avoir, on sait qu'on a encore des problèmes budgétaires, on sait que l'inflation sera encore volatile, que les banques centrales, on en reparlera sûrement, n'ont pas fini de communiquer autour de leur taux neutre, de leur pivot, que les taux longs sont peut-être un peu rapides à acter la fin de la série, qu'on a encore un conflit en Ukraine, un confinement en Chine, ça a été rappelé, qu'on a, du point de vue de la croissance économique, l'atterrissage peut-être plus ou moins fort encore. Donc, pour réinverser la tendance, il y a l'hiver devant nous. Ça nous paraît un peu tôt pour enclencher un rallye haussier, même si on pense qu'effectivement tout a une fin et que le deuxième partie de 2023, ça sera sans doute peut-être plus rose qu'on ne la voit maintenant, mais c'est peut-être trop tôt de notre point de vue. On va encore avoir d'abord une phase de volatilité autour de la fin de l'année, avant de peut-être reprendre le chemin de la hausse de façon plus structurée. Ouais, il y a besoin d'éléments un peu plus définitifs peut-être pour construire un scénario plus favorable sur du moyen long terme. Quelle analyse est-ce que vous faites, Vincent, de ce rebond d'automne, de ce rallye d'automne, qui est assez différent quand même du rallye qu'on a connu de l'été. Alors l'intensité, la vigueur est importante, au moins aussi importante que ce qu'on a vécu cet été, sauf que le rallye de l'été, je le caractérise comme étant un rallye qui a plus profité aux actions américaines et notamment au Nasdaq. C'était le Nasdaq, l'indice grand gagnant du rallye de l'été. Là, c'est plutôt l'Europe et donc les secteurs value ou cycliques qui ont plutôt profité de ce rebond. Ouais. Alors, on a beau jeu de discuter et d'expliquer ce rebond qui était difficile à prévoir, en tout cas cette vigueur du rebond. Moi, je vois trois facteurs. Un facteur, c'est la baisse du prix de l'énergie, notamment du gaz naturel en Europe, qui était une menace majeure pour l'économie européenne. Et donc, ce repli facilité par des températures extrêmement clémentes a réduit un petit peu le pessimisme. Ensuite, c'est vrai qu'on a un assouplissement de la politique zéro Covid en Chine. Quoique là, comme vous le dites, avec la hausse du nombre de cas, les décès, on sent que tout ça reste fragile. Mais quand même, on est maintenant à 3 ans de pandémie en Chine. Je pense qu'ils réalisent que leur politique zéro Covid ne fonctionne pas très bien et est très pénalisante pour l'économie. Et donc, j'ai bon espoir qu'effectivement, on est passé à un point d'inflexion politique important en Chine. Et puis, le troisième point, c'est les inquiétudes concernant les banques centrales, la Fed en particulier. Tout au long de l'année, le marché a repricé vigoureusement la Fed à la hausse. Là, clairement, et surtout depuis ce CPI du mois d'octobre, le marché semble plafonner, voire revoir un petit peu à la baisse les anticipations sur la Fed. Donc tout ça se combine pour favoriser ce marché dans un environnement où effectivement le positionnement était très défensif. Est-ce que tout ça est pérenne ? Personnellement, je pense qu'on a passé des étapes importantes. Par exemple, alors c'est un call qui est extrêmement difficile à dire et peut-être dans 6 mois, vous ressortirez cette vidéo et vous direz il est fou. Mais je pense qu'on a peut-être vu le point haut sur les treasuries, les rendements treasuries américains, par exemple. On est monté jusqu'à 4,60 quasiment. Voilà, et sur la volatilité, sur le 10 ans, volatilité des taux également, qui est extrêmement élevé, qui commence à se replier. Donc là, je pense qu'on a peut-être vu le pire à ce niveau-là. Sur les taux longs européens, j'en suis moins sûr, notamment pour des raisons techniques. Mais c'est un moment important. Après, sur les actifs risqués, je suis beaucoup moins confiant pour dire qu'on a vu le point bas. Je pense que la récession reste sous-pricée dans les marchés d'actifs risqués. Sur le high yield, par exemple, sur le crédit high yield, où les spreads sont très éloignés des niveaux qu'on a en général dans les périodes récessionnistes. Je crois que la récession se profile très clairement en Europe, puisqu'on entre en récession en Europe, et aux États-Unis, on s'y dirige. Et sur les actions, même chose. Je ne pense pas que les profits, les consensus sur les profits anticipent la baisse. Donc, sur les marchés d'actifs risqués,
éventuellement à court terme, ça peut se poursuivre, mais je pense qu'il est prématuré vraiment de sauter dans ce train. De construire une tendance durable là-dessus. Comment est-ce que le marché peut passer à côté de l'idée de la récession ? On parle que de ça tous les jours, en permanence. Qu'est-ce qui vous fait dire que les prix ne sont pas encore suffisamment ajustés ? L'exemple du crédit est intéressant parce que le risque de taux, vous dites, il semble maîtrisé aujourd'hui. On peut considérer une forme de stabilité peut-être sur les taux et notamment l'idée de la pente de la courbe américaine. En revanche, sur le spread, il y a encore un risque peut-être, notamment pour le crédit le plus spéculatif. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la récession semble pricée, anticipée dans certains segments du marché. Par exemple, vous parlez de la courbe des taux américaine, qui s'est encore davantage inversée. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les anticipations sur la Fed ont beaucoup baissé après le chiffre d'inflation du mois d'octobre. Là, elle commence à se reprendre parce que les éléments de la Fed, notamment, disent attention, une hirondelle ne fait pas le printemps et ce n'est pas un chiffre d'inflation qui va vraiment changer notre trajectoire. Mais par contre, les taux longs restent bas. Et donc, cette inversion de la courbe traduit bien, je pense, les inquiétudes récessionnistes. Mais par contre, si vous regardez les spreads high yield qui se sont beaucoup comprimés depuis la fin septembre, on est maintenant très nettement inférieur à 500 points de base sur le spread high yield OAS. En période de récession, il est assez fréquent de voir des spreads autour de 800 points de base. Sur les multiples actions, on a beaucoup baissé cette année, on a remonté récemment, mais on n'est pas sur des niveaux extrêmes. Et encore une fois, les consensus sur les earnings, à mon avis, ne traduisent pas la récession qui vient. Votre analyse de ce rallye d'automne, Régis, qu'est-ce qu'on peut ajouter justement à l'analyse ? Et notamment, pourquoi est-ce que l'Europe en a plus profité ? Vincent a apporté des éléments de réponse sur la baisse des prix de l'énergie, la baisse des prix du gaz naturel. Est-ce que là, il y a matière à construire quelque chose d'un peu durable désormais ? Je crois effectivement que ça... Alors, il y a eu ce chiffre d'inflation un tout petit peu en dessous aux États-Unis qui finalement a permis une interprétation sur la dérivée seconde en fait, de la hausse des taux de la Fed, c'est-à-dire et de l'inflation elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une phase d'accélération de la hausse des taux ou plutôt de décélération de la hausse des taux ou décélération de l'inflation ? Donc c'est vrai que ce chiffre a été un petit peu en dessous. Il reste à des niveaux qui sont très supérieurs à ce que la Fed peut accepter. Et donc la Fed va probablement sévir à la suite de cette hausse des marchés actions et de cette détente obligataire qui a été évoquée. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, effectivement, cette baisse surprise du prix du gaz en Europe et cette détente d'une manière générale des prix de l'énergie en Europe, l'électricité étant elle-même très corrélée au gaz puisque corrélée au prix marginal, plus un certain nombre de politiques qui se sont mises en place en Europe pour essayer de caper un peu l'impact de la hausse des prix sur les entreprises et sur les ménages. Donc tout ça a été très agréable, une très bonne surprise, liée en très grande partie, il ne faut pas l'oublier, à ce mois d'octobre météorologique qui a été très particulier, où on s'est trouvé vraiment en absence de demande de gaz parce qu'on n'est pas du tout rentré dans des températures automnales, on est resté dans des températures estivales. On s'est même retrouvé attendu qu'on avait rempli les cuves à 100% sur des prix next hour de la prochaine heure négatifs sur le gaz, tellement on avait trop de gaz à très court terme. Ça ne dit rien sur ce que l'hiver va devenir. Ça ne dit rien sur notre capacité à importer du gaz pendant l'hiver, parce qu'il faut bien se souvenir que ces réserves en Europe, elles représentent 20% de la dépense annuelle européenne de gaz. Donc, mettons 30% de la dépense de l'hiver, mais nous avons absolument, impérativement besoin dans le cours de l'hiver de continuer à importer du gaz. Ce que nous serons capables de faire par l'intermédiaire du GNL, par l'intermédiaire d'un certain nombre de pipelines qui restent existants, y compris des pipelines qui viennent de Russie, mais les principaux pipelines en provenance de Russie sont ou à 0 ou à 10% de leur capacité et ont toute chance de le rester pour l'hiver. Par conséquent, la crise énergétique européenne, je crois qu'on est quand même sur une illusion là. On n'est pas du tout sorti du problème. On n'a pas le début du commencement. C'est un faux plat, quoi. On est dans l'idée de la calmie, c'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler. Français qui effectivement déçoit chaque semaine un peu plus et nous dit que janvier va être très très difficile. Alors janvier sera difficile s'il fait doux. Ça ira,
si on a une période de froid en décembre ou en janvier, ça va être très 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 compliqué sur le plan de la disponibilité de l'énergie et sur le plan des prix de l'énergie. Donc malheureusement, ce moteur du rebond qui a été très important est assez illusoire, je crois, et d'assez court terme. Tout ce qu'on a mis en place en lien avec la crise énergétique en Europe, vous dites que c'est pas suffisant pour se rassurer, jusqu'à l'hiver prochain. Oui, non, pas du tout. Non, mais pas même du tout. Pour cet hiver, même pour cet hiver-ci. Encore moins pour l'hiver prochain, mais même pour cet hiver-ci. On ne peut pas transformer 30 ans de politique énergétique en 2 mois parce qu'il y a un événement en Ukraine. C'est pas possible. Donc oui, on s'est agité, on a rouvert le charbon qui tourne à fond, soit dit en passant, en France comme en Allemagne, comme partout en Europe. On a fait tout un tas de choses, mais enfin, ça reste des pansements sur une jambe de bois quand même, et par conséquent, la crise n'est pas du tout résolue et n'est pas du tout en passe de l'être. Ça ne veut pas dire qu'on est au bord du collapse et de la fin finale, mais je veux dire, ce moteur positif, très positif de ces dernières semaines. Il peut se renverser rapidement. Il doit logiquement se renverser rapidement. Le dernier moteur qui a été très positif aussi, c'est quand même les publications de résultats, un peu partout dans le monde, en Europe en particulier, qui ont été très bonnes en moyenne, à part quelques profit warnings retentissants, comme il y avait eu celui de FedEx, etc., il y a quelques semaines, qui avait mis le feu aux poudres un peu, on s'était dit ça y est, la récession a démarré. Non, la récession, elle n'a pas du tout démarré, elle n'a pas du tout démarré aux États-Unis, elle n'a pas du tout commencé à démarrer en Europe. Les taux de chômage sont au plus bas dans les 2 zones, et par conséquent... Et la croissance est encore positive. Non seulement sont très bons, mais en dépit de cette ambiance un peu délétère, les entreprises continuent de réviser en hausse, en fait, leurs perspectives de résultats sur 2022. Alors, pas toutes, ça dépend des domaines, mais dans beaucoup de domaines, non seulement elles disent les 3 premiers trimestres ont été bons, mais compte tenu de la visibilité qu'on a sur le 4e trimestre, on est obligé de réviser en hausse les perspectives de résultats. Et par conséquent, ça a été un contre-pied aussi pour le marché, qui était déjà dans la perspective de cette récession, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, et qui va arriver. C'est pas parce que tout le monde est d'accord qu'elle va pas arriver. Elle va arriver, mais elle se voit pas du tout encore dans les chiffres des entreprises et dans le discours des entreprises. Donc ça a été aussi un contre-pied pour le marché. C'est vrai, Eric, comment vous regardez là cet écart qu'il y a? Alors on regarde tous, et le marché se nourrit d'enquêtes en permanence, d'enquêtes de climat des affaires, d'enquêtes auprès des directeurs d'achat, qui sont des grands indicateurs avancés pour les marchés, mais qui sont du sentiment, de l'opinion. Quand bien même c'est des directeurs d'achat ou des chefs d'entreprise qui répondent à ces sujets-là, ou des ménages et des consommateurs. Il y a dans ces enquêtes quelque chose d'un pessimisme exacerbé, au point qu'on se demande s'il n'y a pas une bulle de pessimisme d'ailleurs dans les enquêtes. Et ce serait peut-être légitime. Quand on répond à des sondages dans l'ambiance actuelle, c'est vrai qu'il y a peut-être un biais négatif qu'il faut peut-être factoriser ou extérioriser d'une certaine manière. Quand on regarde les données dures, on l'a vu encore avec les ventes au détail aux États-Unis vendredi, ça ne nous donne pas l'idée d'une économie américaine en récession. Et les indicateurs de croissance instantanée aux États-Unis nous montrent que le 4e trimestre risque d'être encore bon. Je reprends le point que vient d'évoquer Régis, c'est qu'on a rencontré des chefs d'entreprise qui nous disent dès que je réfléchis, je me désole, tout est noir, enfin, je prends ma facture électrique, je pense qu'il nous attend. Et quand je regarde mes chiffres en day-to-day, effectivement, en 2022, c'est encore très très beau. Moi, globalement, on tape souvent sur les entreprises, mais moi je trouve que depuis le Covid, et puis même historiquement, on sous-estime toujours la résilience des entreprises à s'adapter. Alors ça, c'est un phénomène, je pense, sous contrôle de la réaction, donc je fais attention, mais globalement, c'est tout le temps, on l'a vu sur le Covid, après on va parler des entreprises fantômes, on a enlevé les prêts, elles sont encore globalement toutes là. Donc certes, on va avoir une récession, certes, on en sort sur 23 peut-être des révisions de bénéfices à venir. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Il y a une belle adaptation. Il ne faut pas oublier non plus l'ensemble des injections qui ont été faites dans les économies de part et d'autre de l'Atlantique, qui nous feront de la dette pour plus tard. Pour l'instant, on n'en parle pas. Je pense que c'est un peu l'éléphant dans le couloir pour 2023, mais qui sont venus aussi également en aide aux ménages comme aux entreprises pour consommer. Mais effectivement, les cours des actions vont traduire un pessimisme en anticipation de ce qui va arriver. Et puis, quand ça n'arrive finalement pas, on a ce soulagement. On a ce soulagement. Et pour moi, c'est avec l'énergie, mais c'est une grande partie du rebond qu'on a là aujourd'hui. Donc, ce qui fait que maintenant, on se retrouve un peu peut-être sur un excès d'optimisme. Tout est réglé, tout va bien. Finalement, ça va passer, paf, l'hiver.
Je suis un peu nettement plus dubitatif sur ce sujet, mais effectivement, il y a toujours de la suranticipation, de la surestimation du trend et un peu de sous-estimation de ce sont capables de faire les entreprises. Sur les banques centrales, Eric et puis Vincent, est-ce que... Alors, d'accord, l'inflation n'est pas encore totalement maîtrisée et elle est loin d'être revenue à 2%, on le constate tous, mais effectivement, quand on regarde en dynamique, en anticipation, il y a quand même l'idée que, on l'a vu, les prêts à la production en Allemagne, ce matin, une baisse spectaculaire, qui ne va pas se traduire immédiatement dans les prêts à la consommation, mais qui doit à un moment se traduire quand même dans l'inflation des prêts à la consommation. Est-ce qu'on peut imaginer quand même une fonction de réaction des banques centrales plus douce en cette fin d'année 2022, pour 2023, après ce qu'on a connu sur les 9 premiers mois de cette année? Pour ma part, je pense qu'elles en ont plus fait qu'il n'en reste à faire. C'est une réponse un peu normale. Ouais. Les banques centrales, quand on a ce type d'inflation de l'offre, je me souviens des hausses de taux en 2008, quand le pétrole est à 100 et quelques dollars, ça ne sert à rien. En revanche, il faut freiner la demande, voire la détruire. Elles sont dans ce registre-là. Elles doivent avoir un discours très, très, vraiment dur. Non seulement en resserrant les conditions financières à très court terme, ça c'est évident, il faut arrêter l'argent zéro, mais surtout pour que l'ancrage des anticipations d'inflation long terme ne se décale pas. Elles sont très sensibles à ce facteur-là. C'est pour ça que le discours reste très dur. Et comme on l'a vu encore cette semaine et comme on l'avait vu l'été dernier, à chaque fois que le marché commence à anticiper que la Fed va arrêter de monter, voire commencer à rebaisser, tout de suite, on a de la voix. Le discours se durcit à nouveau. Tout de suite, en expliquant que c'est pas ça. Et effectivement, je pense que les banques centrales vont mettre significativement leur taux d'intérêt en territoire restrictif et vont y rester le temps qu'il faudra. Je pense que les marchés sont un petit peu optimistes. La donne qui a changé aujourd'hui par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, c'est que dans les parties longues des courbes, les courbes seraient ajustées tout de suite au vu de l'inflation. Aujourd'hui, on commence à se dire... oui, à partir de 4,5 de taux, 4 quarts, 5, tout ce qu'on va mettre en plus, ça fera de la récession supplémentaire à terme. Donc on sent que le marché en veut plus tellement. Sur la partie américaine, en Europe, on a quand même un peu en retard. Et comme les aides aux ménages et aux entreprises continuent, entre guillemets, de payer cette inflation, ça va prendre plus de temps de freiner cette demande. Donc je pense qu'effectivement, sur la partie taux court comme taux long en Europe, ça, plus sans doute l'arrêt des achats de la part de la Banque Centrale Européenne qui doit venir à un moment ou à un autre. On est un petit peu en retard par rapport à la courbe américaine, mais globalement, je pense que la Fed allait se poser vers le 5 autour qui est à peu près attendu, 4 3 quarts, et attendre de voir à quel point ça resserre, à quel point ça décroît. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'inflation qui avait disparu depuis longtemps des radars, là on a un combat de la première vague d'inflation, celle du Covid, et sur celle de l'énergie et de sa transmission. En revanche, dans les trimestres, voire années qui viennent, on va avoir une volatilité de l'inflation qui va être nettement plus durable, enfin nettement plus forte importante que celle qu'on a connue dans le cycle précédent, bien sûr. Ouais. Vincent, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la fonction de réaction des banques centrales après tout ce qui a déjà été fait en matière de durcissement monétaire au cours de l'année 2022? Comment la stratégie de la Fed notamment va évoluer si on se rapproche quand même du fine-tuning, en tout cas en matière de remontée des taux directeurs? Je pense qu'on a passé un point d'inflexion sur le rythme de la hausse des taux. D'accord. Donc, effectivement, on a eu ce qu'on appelait les hausses de taux jumbo de 75 points de base. Et en décembre, probablement, à la fois la Fed et la BCE vont passer à 50. Donc c'est une inflexion. Ce n'est pas ce que j'appelle un pivot. Alors c'est un pivot si vous regardez la dérivée, la trajectoire des taux, mais c'est pas un vrai pivot. Pour moi, le pivot, c'est quand on arrive au pic et que le marché vraiment commence à regarder à la baisse des taux. Pour l'instant, le marché pense que la Fed va pivoter probablement au printemps prochain. Donc on va atteindre le pic et ensuite on aurait des baisses de taux. Je pense que les baisses de taux qui sont pricées sont peut-être un peu trop rapides. Et pourtant, je suis plutôt plus négatif que le consensus sur la croissance. Ouais, vous dites que la récession n'est pas pricée, mal pricée. La récession est mal pricée, mais en même temps, la grande question pour les banques centrales, c'est à quelle vitesse l'inflation va-t-elle refluer ? Donc là, c'est clair que l'inflation, on a vu le pic aux États-Unis, probablement en Europe, on est autour du pic. Mais est-ce qu'on va revenir rapidement ? J'en suis moins sûr. Les effets de base sont très favorables en début d'année prochaine, donc ça va participer à une décrue. Mais on sait qu'on a des facteurs d'hystérésis, notamment les banques centrales sont très alertées par les salaires. Et donc, le processus de hausse des taux n'est pas terminé. Ensuite, il y a également l'élément quantitatif. Vous savez que la Fed a opéré déjà un resserrement quantitatif
assez considérable. Ça va continuer. La BCE également va s'y mettre. La BCE commence à travers les TLTRO, donc les prêts aux banques qui sont remboursés. Alors certes, les remboursements la semaine dernière étaient plutôt moins importants qu'attendu, autour de 300 milliards. Ça risque d'être beaucoup plus en décembre, et donc on va avoir un resserrement la liquidité. Ouais. La liquidité qui va participer, à mon avis, à une forme de stress également sur les marchés. Donc, point d'inflexion, mais je pense qu'il est trop tôt pour parler de pivot. Et encore une fois, on est dans un environnement qui reste très incertain sur l'inflation. La volatilité de taux courts n'est plus aussi haute qu'elle ne l'était il y a un mois ou deux, mais elle reste très élevée. Ça traduit une incertitude très forte sur l'inflation et du coup sur la fonction de réaction des banques centrales. Boulard, par exemple, la semaine dernière, nous dit si tout va bien, on va aller à 5,25, mais il est possible qu'on aille jusqu'à 7% ou plus. Ouais. Donc ça traduit cette incertitude sur la vitesse de reprise de l'inflation et ce que les banques centrales vont en faire. Vous évoquiez la Chine tout à l'heure et notamment l'idée que oui, il y a aussi un virage là aussi du point de vue de la politique sanitaire en Chine. Cette fois, c'est pas la politique monétaire qui pose question en Chine, c'est la politique sanitaire. Qu'est-ce qui vous fait imaginer effectivement que après le Congrès, la politique sanitaire va pouvoir évoluer parce que il reporte 3 morts, je crois officiellement ce week-end pour la première fois depuis 6 mois. Rien que le fait que les autorités communiquent sur des décès liés au Covid, est-ce que ça nous dit quelque chose ? Est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a un stress test grandeur nature là, qui est en train de se jouer en Chine post-congrès pour essayer quand même de sortir des restrictions permanentes ? D'abord, ça nous dit que cette stratégie zéro Covid ne marche pas. Si on regarde la situation de la Chine aujourd'hui par rapport au monde occidental, avec un virus qui a beaucoup plus circulé, avec une vaccination qui a été beaucoup plus efficace, la politique en Chine ne fonctionne pas. Je pense qu'après 3 ans de pandémie, ils se disent ça marche pas, il faut faire quelque chose. Alors, il va y avoir des soubresauts, effectivement, qu'on a des pics de contamination et des décès. On aura de nouveau des confinements, mais je pense qu'on a quand même opéré. Là encore, on connaît une inflexion sur la politique Covid en Chine qui est extrêmement pénalisante pour l'économie et qui prolonge en fait cette crise sanitaire plus que nécessaire. Ouais. Je pense qu'est-ce que ça va avoir comme effet ? Si on se projette et si on spécule, entre guillemets, au sens noble, sur l'idée d'une sortie de ces politiques zéro Covid dures en Chine, courant 2023, on verra ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour la Chine, pour nous en Europe, pour les marchés ? Je pense que ça peut aider l'économie chinoise à la marge. Ça, plus le fait qu'on a des mesures de soutien fiscal. On l'a vu récemment avec les mesures qui ont été annoncées sur le secteur immobilier, construction. Je pense que ça peut légèrement améliorer les perspectives en Chine et plutôt soutenir le marché d'actions chinois dont l'évaluation reste très basse. Donc les perspectives sur le marché chinois sont plutôt favorables si on compare notamment au marché émergent en général. Avec, là encore, des incertitudes très fortes, puisque c'est vrai que le Congrès a plutôt renforcé l'idée que c'est la philosophie, le dogmatisme qui l'emporterait et que le poids du marché serait peut-être moins fort. Donc on n'est jamais à l'abri de régulation, de durcissement réglementaire qui vont peser sur tel ou tel secteur en Chine. Donc ça reste un marché difficile, volatile, mais en tout cas, on peut espérer que l'économie chinoise soit plutôt un peu plus solide l'année prochaine. Et donc ces marchés chinois d'actions notamment, ils méritent d'être considérés à nouveau. On a déjà vu que là, depuis quelques semaines, ça bouge, ça se réveille quand même. Je pense, mais avec l'incertitude réglementaire dont je parle, plus l'incertitude géopolitique qui augmente. Évidemment, l'Ukraine cette année a été un facteur majeur pour le marché. Les investisseurs s'inquiètent du fait que, même si effectivement le sommet entre Biden et Xi a plutôt été rassurant à ce niveau-là, ils ont voulu faire preuve d'une certaine responsabilité sur les affaires du monde. Mais malgré tout, il est assez clair que les tensions États-Unis-Chine vont se poursuivre et il y a quand même un point d'interrogation sur la question taïwanaise. Donc je ne pense pas qu'on va avoir des flux d'investissements étrangers massifs, mais vers le
marché chinois. Mais sa valorisation est attractive. Régis, alors sur le monde émergent, la Chine en premier lieu, est-ce que ça peut avoir comme impact pour nous en Europe? Parce que tout le monde n'est pas destiné à investir directement ou indirectement dans les actions chinoises. Mais voilà, oui, l'Europe... la Chine, c'est le grand point d'interrogation de l'année prochaine. Effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir une bonne surprise venant de Chine? Il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui le pensent, à la lecture effectivement du comportement des autorités chinoises sur le Covid, qui tout en disant qu'ils vont maintenir leur politique zéro Covid, continuent, mine de rien, à ouvrir, à libéraliser un tout petit peu, à alléger le nombre de tests PCR qu'il faut faire, etc. Puis on communique sur des morts. J'ose voilà. imaginer que pendant 6 mois, il y a sans doute eu des morts liés au Covid en Chine, sauf qu'il n'y a jamais eu de communication officielle sur ces décès. Là, on est prêt à nouveau à communiquer sur des décès liés au Covid. Pas et ne servent à rien, ça n'a jamais empêché les États de les mettre en place, hein. Ni la Chine, ni aucun autre État. Donc, c'est pas un argument en soi. L'argument serait plutôt que effectivement, finalement, ils travaillent quand même sur leur propre vaccin. Le problème, c'est qu'ils ont refusé les vaccins occidentaux, mais ils ont eu des petits retards récemment, mais il est possible quand même qu'il y ait un vaccin qui sorte ou qu'ils assouplissent effectivement l'importation de vaccins. Donc tout ça est possible, mais n'est pas non plus absolument certain. Il n'est pas dit qu'ils aient envie de changer de politique. Et encore une fois, nous, on voit ça de notre œil parce qu'on a eu la politique, parce qu'on a eu les vaccins. Si on n'avait pas eu les vaccins, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Donc, eux, ils n'ont pas le vaccin. Je suis pas sûr qu'ils soient si pressés que ça de changer leur fusil d'épaule, même si effectivement, il y a quelques signaux positifs. Par ailleurs, il y a aussi un autre frein, c'est que sur le plan politique, on parlait de Biden et de Xi Jinping. Ça reste très compliqué. Ils sont quand même en train de se faire sortir de beaucoup de marchés aux États-Unis, soit de manière coercitive un peu, par exemple dans le ferroviaire, hein, ils sont en train de disparaître par exemple de tous les marchés à peu près, sauf de l'Amérique du Sud, y compris en Inde, etc., y compris en Europe bien entendu, soit de manière préventive, comme dans les semi-conducteurs, avec effectivement cette inquiétude autour de Taïwan et du monopole qu'a Taïwan sur la production de semi-conducteurs. Il y a une volonté de sortir de cette dépendance. Donc c'est compliqué aussi de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que ça pourrait être la bonne surprise de 2023. Mais c'est un espoir trop fragile pour en faire une stratégie, quoi. Exactement. C'est un espoir qui reste, à mon avis, assez fragile. Bon. C'est tentant ou pas quand même les actions chinoises, les actions émergentes d'ailleurs en général, qui n'ont pas du tout été les actions performantes de 2022. Enfin, tous les marchés ont baissé en 2022, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'on puisse avoir un rebond, une reprise, un soulagement dans la sphère émergente pour 2023, Eric? C'est vrai que les émergents vont être beaucoup emmenés par la Chine. Hein, donc parler de la Chine sur le cas émergent. Alors après, il y a l'Amérique du Sud avec le côté brésilien qui peut apporter peut-être un petit peu d'oxygène à voir. Dans le cas chinois, c'est vrai, je partage ce qui vient d'être dit, il y a aussi cet effet un peu autoréalisateur, c'est que quand si la Chine redémarre pour X ou Y, politique zéro Covid, ou parce qu'on change le nom du virus, derrière, c'est redétention sur l'énergie, c'est redétention sur les matières premières, et ça renvoie une louche sur l'énergie par phénomène indirect. Donc c'est pas forcément simple, et c'est vrai que oui, il faudra évaluer net si c'est vraiment positif ou pas. C'est pas aussi direct que ça, et c'est vrai que pour l'instant, c'est calme avec les US, mais on sait très bien que d'ici quelques mois, trimestres, ça reviendra aux mêmes endroits. Et c'est vrai que assez prudent, le dogme a gagné contre l'économie libérale, clairement dans les nominations. En même temps, ils sont obligés d'avoir une croissance, et on en parle assez peu, mais ils ont quand même toujours une crise immobilière à gérer, qui est loin d'être gérée, qui a une nécessité des réinjections. Pour l'instant, c'est sous contrôle, mais ça happe une grande partie des aides et des soutiens. Donc, c'est plus, j'ai du mal à dessiner une tendance, même si effectivement le marché nous apparaît vraiment pas cher, ça va rester volatile et compliqué. Moi, j'aimerais bien voir les premiers sets de mesures qu'on va voir issus des nominations en tant que ministre des membres
Et du comité permanent, du bureau. Élu, nommé au sein du comité central avant de se positionner, pour voir un petit peu quel va être le poids du dogme et de la réalité économique, où la récession induite par la politique Covid, même si elle était un peu allégée, ils reconfinent quand même. Ils sont obligés de lâcher du lest parce que sans croissance, c'est un mastodonte qui peut arrêter de respirer. On le rappelait, fin septembre, le taux de chômage chez les 18-25 ans, il est quasiment à 20%. Voilà. Donc, mais il y a l'idée qu'il y a un pacte social là qui est peut-être en danger. Ils ne peuvent pas se permettre de rompre surtout. Et qui ne peuvent pas se permettre de rompre, bien sûr. Un mot peut-être de la COP27. Passons de la Chine à la COP27. C'est un bon enchaînement de ce point de vue-là. Non, mais la question est, quel est le niveau de déception ? Bon, visiblement, tout le monde est déçu. Quel est le niveau de déception qu'on peut avoir quand on est participant de marché, investisseur, directeur de la recherche de General Investments, en l'occurrence, Vincent ? Il n'y a pas de nouveaux efforts demandés en matière de réduction des gaz à effet de serre. Alors la feuille de route de ce point de vue-là reste inchangée. Est-ce que c'est une véritable déception de ce point de vue-là ? Oui, je pense que c'est une vraie déception. Lors de la dernière COP, on avait enfin émis l'idée d'une sortie du charbon et d'arrêter de subventionner plus largement les énergies fossiles. On n'est pas allé plus loin lors de cette COP. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc, c'est extrêmement décevant. Alors, il y a quelques avancées, notamment ce fonds pour aider les pays pauvres. À part qu'il va falloir négocier tout ça. On ne sait pas combien, à qui, quel est le rôle de la Chine dans ce fonds. Donc, beaucoup d'interrogations. On va donner également les moyens aux organisations institutionnelles du type Banque mondiale pour peser davantage vers cette transition climatique. Mais tout ça reste quand même assez léger. Et il en ressort l'idée d'une grande déception. Malheureusement, on n'est pas sur la trajectoire de température et l'urgence est grande et on n'y répond pas. S'il y a une fatigue, on va dire, de la part des décideurs publics sur ces questions de transition climatique, écologique, qu'en est-il du point de vue des investisseurs ? 2022 n'a pas été l'année ESG exemplaire. Enfin, c'est quand même l'énergie carbonée, notamment sur le plan boursier, qui fait partie des grands gagnants. L'armement également, même si ça se discute visiblement aujourd'hui. Les frontières de l'ESG, visiblement, sont en train d'évoluer de ce point de vue-là. Mais ça reste quand même des thématiques fondamentales pour des investisseurs qui ont des horizons de temps moyen-long terme. On n'abandonne pas l'idée de la thématique de transition dans les marchés. Absolument. Alors, il y a deux choses. Vous parlez d'une fatigue politique. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est une fatigue ou toujours un manque d'impulsion. Il est sûr que les politiques font face à des contraintes domestiques, notamment particulières. On est en temps de guerre, le coût de l'énergie est élevé, il faut trouver des énergies, il faut rétablir la chaîne d'approvisionnement énergétique en Europe. Donc voilà, les contraintes on s'approche de la récession, les contraintes sont très fortes, donc on les comprend. Mais malheureusement, l'urgence climatique n'est pas respectée. Après, pour les investisseurs, je ne pense pas que ça change la trajectoire, la feuille de route. Au contraire, je dirais que les régulateurs sont en train de durcir. On a eu des nouvelles de l'ESMA, par exemple, qui durcit sa définition des fonds ESG. Les classifications SFDR, notamment pour être classés fonds neufs, vont également être durcies. Donc je pense que la contrainte pour les investisseurs reste et le trend ne va pas changer. Certes, les performances ont été décevantes cette année pour des raisons mais les flux étaient là. Les flux étaient là. Quand on cherche les flux positifs, effectivement, les produits ESG restent des produits qui attirent des capitaux aujourd'hui sur les marchés. Et la pression réglementaire va être forte. Ce qui est un petit peu contradictoire parce que nos politiques ne délivrent pas quand on parle de politique énergétique, mais la pression demeure sur la gestion, sur l'investissement. La pression réglementaire, ça ne veut pas forcément dire
plus de transition énergétique dans la gestion, ça veut dire, de mon interprétation, c'est plus moins de greenwashing. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tellement prenez plus en compte la transition énergétique, c'est arrêter de raconter n'importe quoi et de faire croire que vous prenez en compte la transition énergétique, alors qu'en fait non. C'est pas tout à fait la même idée tout de même. Moi, je crois que voilà, il faut se concentrer sur le progrès technique tant qu'il n'y aura pas un projet général pour se concentrer sur le progrès technique et le moyen de produire non seulement de l'énergie, mais de l'agroalimentaire, de l'industrie d'une manière générale, avec moins de carbone, puisque c'est le souhait de la COP27, on n'arrivera pas à grand-chose. Le reste, c'est beaucoup du bavardage. Il faut investir dans le progrès technique. La sobriété, l'efficacité, il y a quand même une manière de rationaliser, de modifier les outils de production, de les mettre quand même aux normes, etc. Ça fait partie. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est des choses qui sont déjà réalisables. On n'est pas obligé d'attendre la technologie qui changera tout. Oui. Non, pas. J'entends bien. Une technologie révolutionnaire en tant que telle, ce qui est souvent un peu ce qu'on poursuit, parce qu'on idolâtre certaines technologies, alors qu'en réalité, c'est le progrès technique d'une manière générale qui permet, l'intensité énergétique du PIB dans les pays développés, elle baisse continuellement. Après, est-ce qu'on peut la faire baisser un petit peu plus vite? Et plus on investira dans le progrès technique, plus on baissera vite. Un mot, Eric, pour conclure avec vous sur cette COP27. Est-ce qu'un investisseur peut en retirer Bien sûr, on comprend que ce n'est pas un game changer, là, tout de suite, au terme de cette année 2022. Juste revenir sur ce qui a été dit. Quand on regarde, je dirais, l'arrivée de l'ESG, du climat, mais et pas que dans la finance, il y a une première étape belle de franchie qui est tout le monde en fait maintenant. Il n'y a pas une seule société de gestion qui ne le fait pas. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase, qui est celle qui vient d'être évoquée. Alors maintenant que tout le monde fait du green, on va voir qui fait du vrai green. La densité de pigments dans la peinture, et c'est le sens de l'ESMA, c'est le sens des déboires de certaines entreprises qui ont eu lieu. C'est ne faites pas de greenwashing, ça c'est le premier point. Sur la COP 27, évidemment c'est décevant, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Le seul point que je vois d'à peu près positif, mais je suis un éternel optimiste, c'est qu'on commence enfin à parler financement, parce que aujourd'hui tout ce qu'économise, je dirais, comme émission de CO2 par unité produite en Europe, un peu moins aux États-Unis, est consommé par le développement de l'Inde et de la Chine. Et si on ne peut pas enlever un développement comme l'ont connu les pays de l'Ouest, c'est vrai que le passage qui à un moment permettra d'avancer un peu, c'est quand ils ne vont pas se développer que sur un modèle d'énergie carbonée, mais sur un modèle d'énergie un peu plus propre / renouvelable. Et ça, au-delà du progrès technologique, ça mérite beaucoup de moyens. Le fait qu'on commence à parler vraiment financement pour venir en aide aux pays qui n'ont pas forcément les moyens, alors certes, pour les prémunir des dégâts qu'ils auront des oui, là c'est perte et dommage là, pour l'instant. Si on peut aller un peu plus loin et les aider eux aussi à la transition, ça permettra de financer un développement sans forcément qu'il passe par l'utilisation du carbone. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Bertrand, Ophi Asset Management, Vincent Chéniaud, General Investments et Régis Béguet, Lazare Frères Gestion étaient les invités de Smart Bourse ce soir. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine, vue par notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, qui est en duplex et en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, ravi de vous retrouver comme chaque lundi pour ce quart d'heure américain, merci beaucoup, avec une actualité éclatante qui d'ailleurs reste l'actualité dominante du jour pour le monde des affaires aux États-Unis, le retour aux manettes de celui qui est peut-être l'un des plus grands patrons de l'industrie des médias et du divertissement de ces dernières années, qui reprend donc les rênes de Disney, Pierre-Yves. Quelles sont les raisons du retour de Bob Iger ? Écoutez, les raisons, elles sont assez simples. Depuis que Bob Chapek est aux manettes, c'était en février 2020, juste au moment où commençait la pandémie, l'action de Disney a plongé, si on prend le point de référence de vendredi soir, d'à peu près 25%. Dans le même temps, le S&P 500 a gagné 27%. Et le conseil d'administration s'est rendu compte au cours des derniers jours que la tendance pour le dernier trimestre était très mauvaise et que les promesses qui ont été faites, en particulier de génération de profits par Disney+, la plateforme Internet de vidéos à la demande de Disney, qui soi-disant doit atteindre la profitabilité pour l'exercice fiscal 2024, que ces promesses-là risquent de ne pas être tenues.
l'environnement dans lequel opère Disney Plus aujourd'hui est très différent de celui qui prévalait lorsque la plateforme a été lancée. Il y a beaucoup plus de concurrence. Le marché de la publicité s'est retourné, ce qui n'arrange pas le volet publicité de Disney+, mais surtout qui agit maintenant comme un boulet pour la partie traditionnelle des médias de Disney, en particulier les chaînes télévisées ABC. Donc cette transition qui s'annonçait délicate s'annonce plus que difficile. Bob Chapek n'est pas populaire auprès de beaucoup de gens à l'intérieur de l'entreprise. Il est mal vu par les acteurs. Et il s'est engagé, malgré lui d'ailleurs, dans une confrontation directe avec le gouverneur de Floride qui est le grand gagnant des élections de midterms, puisqu'il a été reconduit très largement et qu'il va probablement briguer la Maison-Blanche maintenant. Et c'est compliqué pour Disney d'être fâché avec le gouverneur de Floride. Ne l'oublions pas, en Floride, travaille plus de la moitié de tous les employés du groupe Disney. Ils sont plus de 75 000 à travailler en Floride. Donc, tous ces facteurs s'additionnent et on a, pour être honnête, on a Bob Iger qui a mis du temps à quitter l'emploi. Il trouvait très bien, il a été prolongé à plusieurs reprises et il a continué de regarder les affaires de Disney de loin, d'intervenir publiquement sur les choses qui se passaient à Disney, choses qui d'ailleurs ont provoqué une fâcherie assez évidente avec son ancien collègue Bob Chapek. Vendredi, Bob Iger a reçu un coup de téléphone du conseil d'administration en lui disant « Est-ce que tu veux revenir ?» Et la chose a été annoncée très tôt ce matin. Est-ce qu'il est toujours la personne au bon endroit pour faire le job? Il a 2 ans pour faire le job. En tout cas, il s'est réengagé pour 2 ans, Bob Iger. Ouais, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que Bob Chapek a eu pour mission, en arrivant en février 2020, de mettre en place la stratégie, ce fameux pivot de Disney vers le streaming. Une stratégie qui a été conçue par Bob Iger, mais Bob Iger s'en va 3 mois après le lancement de Disney+. Cette stratégie se révèle beaucoup plus difficile à mettre en place, et maintenant on fait revenir Bob Iger pour lui dire « Bon voilà, ta stratégie c'était ça, il va falloir que tu la fasses réussir parce que depuis 2 ans on n'y arrive pas ». Il va, en fait, ce que voulait faire à la suite de l'annonce des résultats trimestriels catastrophiques de Disney il y a quelques semaines pour le 3e trimestre, Bob Chapek a dit il va falloir maintenant faire un plan d'économie, réduire les coûts. Et la pilule est assez mal passée auprès du conseil d'administration, d'après ce que l'on croit comprendre. Et la seule personne assez diplomate, assez bien perçue par l'ensemble de la communauté créatrice de Disney, pour faire passer la pilule d'un gros plan d'économie, c'est probablement Bob Iger. Bob Iger qui maintenant va devoir trouver son successeur. Il aura 2 ans pour le faire. Bon, voilà, retour aux manettes et le marché apprécie le retour de Bob Iger. On verra ce qu'il en est effectivement et du bilan qu'on pourra dresser des 2 années de Bob Iger qui sont encore devant nous. Mais le marché apprécie avec un titre Disney qui progresse entre 6, 7, 8% là, au cours de cette séance à Wall Street. Au démarrage d'une semaine qui sera écourtée, évidemment, semaine de Thanksgiving jeudi, les marchés américains seront fermés. Seulement une demi-séance vendredi pour Black Friday. L'occasion de se demander et de vous demander, Pierre-Yves, dans quel état est le consommateur américain? On a l'impression qu'il va toujours plutôt pas mal. On a vu les ventes au détail progresser de plus d'1% sur le mois d'octobre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle dans la perspective justement de ce moment de fête et de consommation important aux États-Unis? Ou est-ce que c'est un baroud d'honneur peut-être pour le consommateur américain avant que des fragilités apparaissent? Écoutez, la National Retail Federation, qui est la grande association professionnelle de l'industrie des grands magasins, a publié il y a quelques semaines sa prévision, et ils sont assez bons dans leurs prévisions et se trompent rarement, en l'occurrence. Ils pensent que les fêtes de fin d'année vont voir le consommateur américain dépenser entre 6 et 8% de plus que l'année dernière. Ne l'oublions pas, l'an dernier, le bond de la consommation avait été de 13,5%. Donc on est quand même très en deçà en termes de progression de ce que l'on avait observé à la fin de l'année 2021. Petit détail horrible, 6 à 8%, c'est à peu près l'inflation, selon la manière dont on le mesure. Donc on est en train de dire, c'est une bonne nouvelle, le consommateur américain garde la tête hors de l'eau. Oui, c'est une bonne nouvelle, le consommateur américain garde la tête hors de l'eau. Si on regarde les statistiques globales, nationales, de l'évolution des revenus disponibles des Américains,
on se rend compte, si on tient compte de l'inflation et de la ponction fiscale, que le pouvoir d'achat des Américains diminue. Il diminue depuis maintenant plus d'1 an et demi. Alors, comment se fait-il que le consommateur américain continue de consommer aussi bien ? Plusieurs explications assez logiques. D'abord, il avait accumulé une épargne considérable durant le confinement, puisqu'il était privé de pouvoir consommer un certain nombre de services, et qu'il est en train de puiser cette épargne. On assiste à un effondrement du taux d'épargne aux États-Unis depuis plusieurs mois. D'autre part, son endettement est en train d'exploser. L'endettement, par exemple, sur carte de crédit vient de connaître au 3e trimestre un bond de 15%. On n'avait pas vu cela depuis 20 ans. Donc, la troisième raison de la relative bonne santé de la consommation américaine, c'est que l'embauche est forte aux États-Unis. On continue de créer des emplois. De nouveaux arrivants sont sur le marché du travail, ce qui crée davantage de pouvoir d'achat brut pour les Américains. Tout cela soutient l'activité. Mais si la croissance, qui depuis le début de l'année est proche de zéro, ne s'accélère pas, et tout porte à croire que les fortes augmentations de taux d'intérêt pratiquées par la Fed depuis le mois de mars vont vraiment peser sur l'activité en général, les choses vont se compliquer en 2023 si on tombe en récession en particulier. JP Morgan, qui est assez bien placé pour juger de l'évolution des consommateurs parce que c'est une banque qui pratique tous les métiers et qui a une grosse position sur le créneau des cartes de crédit, estime que cet excès d'épargne dont jouissent encore les ménages américains va s'épuiser probablement au cours de la deuxième partie de l'année 2023. Donc profitons de la dinde, profitons de ces bonnes nouvelles en termes de consommation, mais le réservoir d'essence est en train de s'épuiser. Et sans vouloir faire de jeu de mots, parce que l'essence a baissé aux États-Unis depuis 2 mois. Elle a un petit peu remonté au mois d'octobre et novembre, mais elle avait beaucoup baissé par rapport à l'été. Et si le prix de l'essence continue, enfin repart à la hausse, tout de suite, ponction immédiate sur le pouvoir d'achat des Américains, effondrement. Ouais, on a un moteur qui est fragilisé effectivement, hein, malgré encore les bons chiffres qu'on peut avoir en provenance de la consommation aux États-Unis. C'est un moteur qui s'est considérablement fragilisé, sans doute, notamment dans la perspective de 2023. Pour finir avec vous, ce quart d'heure américain, Pierre-Yves, 10 jours après l'éclatement du scandale FTX, quelles sont les premières leçons de cette affaire que vous retirez, Pierre-Yves ? Écoutez, je crois qu'il y a des leçons qui sont spécifiques à la plateforme FTX et qui peut-être peuvent être élargies à d'autres plateformes concurrentes, mais on a affaire à une fraude qui finalement est assez simple. Ils n'ont pas procédé à la ségrégation entre l'argent des clients et l'argent avec lequel ils s'amusaient pour faire du trading en compte propre. Donc on s'est servi là-dedans, il n'y avait pas de directeur financier à FTX. Il n'y avait pas de véritable comptabilité, c'était n'importe quoi. Tous ces gens-là, d'anciens copains de l'université de Stanford en particulier, vivaient aux Bahamas tous ensemble dans une penthouse luxueuse et faisaient à peu près tout et n'importe quoi, mais ils étaient très riches et ils ont beaucoup arrosé de dépenses de marketing et de dépenses philanthropiques et pour séduire également des célébrités, des joueurs de basket, des joueurs de football, pour convaincre les Américains de se lancer dans le crypto et de commencer pour cela par la plateforme FTX. Ça, ce sont des leçons spécifiques à l'absence de gouvernance et de comptabilité d'une plateforme. Et puis il y a tout ce qu'on peut maintenant commencer à conclure de l'activité crypto. Il y a un petit problème quand même, c'est le comportement, sans remettre en cause les acquis du blockchain, le comportement des crypto-monnaies depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis que les taux d'intérêt ne sont plus nuls, depuis que le dollar remonte. Ces devises, ces monnaies qui étaient censées être des instruments de réserve, ne jouent pas le rôle qu'on pouvait imaginer. Et elles ont énormément fondu avec la remontée du dollar. Et il y a quelques personnes dont je respecte beaucoup le jugement qui passent un petit peu pour des vieux cons parce que les cryptos, c'est un truc qui séduit beaucoup la jeunesse. Mais Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, ou encore Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui n'est quand même pas n'importe qui en matière d'investissement, qui nous disent et qui ont répété à plusieurs reprises il y a encore quelques jours, les cryptos, c'est de la fraude, c'est du vent, on vous vend n'importe quoi. Et même en cas de régulation qui va certainement se renforcer au cours des prochaines semaines, on le verra à l'occasion d'auditions publiques qui vont se tenir au Congrès,
le crypto est quelque chose qui sent mauvais pour beaucoup de professionnels de la finance traditionnelle américaine, et cette affaire ne fait que confirmer leurs préjugés. Une citation que je trouve extraordinaire, on a demandé à Charlie Munger la semaine dernière ce qu'il pensait de crypto, il a dit « c'est formidable si vous êtes kidnappeur d'enfants ». On en restera là, mais je sens qu'effectivement la conversation entre les pros et les anti est loin d'être terminée. Pour l'instant, effectivement, ce sont plutôt les anti-crypto ou ceux qui dénoncent le système crypto-actif qui, pour l'instant, remportent la dernière partie avec le scandale FTX, bien sûr, qui n'a peut-être pas fini d'éclabousser l'ensemble de la sphère et du compartiment crypto. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On vous retrouve chaque lundi, 17h45 en direct, 20h45 rediffusé sur Bismart TV et en replay, bien sûr, sur le site de Bismart. Le quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi en visioconférence. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.